focus un petit peu plus sur les étudiantes entrepreneurs en région Centre-Val de Loire, on est un petit peu confronté aux mêmes problématiques. Si on regarde le pourcentage de femmes, de jeunes femmes dans nos actions de sensibilisation, on est à peu près à la parité. Quand on regarde le pourcentage de jeunes femmes qui prennent le statut national étudiant-entrepreneur, c'est-à-dire qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, on chute à 37%. Et quand on regarde, avec l'historique qu'on a maintenant depuis 10 ans sur Pépite, le pourcentage de jeunes femmes qui ont entrepris, on est autour de 20-22%. Donc, comme je dis souvent, les chiffres comme les faits sont têtus. Donc, on ne peut pas en faire abstraction. Et pour démarrer un petit peu les constats qui peuvent être faits, c'est que on voit souvent nous des différences entre les jeunes femmes qui osent passer le cap d'entreprendre et puis celles qui n'osent pas. Alors, je suis étudiante entrepreneur effectivement depuis la rentrée auprès de Pépite. Mon projet consiste en la création d'un restaurant solidaire attenant un tiers-lieu basé sur le thème de l'éducation populaire. Eh bien, j'avoue que jusque-là, l'entrepreneuriat au féminin, c'est une expérience bien vécue, d'autant que dès que Pépite a eu vent, a eu écho de mon projet, eh bien, ils se sont rapprochés de moi, du moins m'ont invité à me rapprocher d'eux et à développer mon projet, mon esprit d'entreprendre. Du coup, c'est vrai que mon projet est assez bien structuré de ce côté-là. Après, bien évidemment, il y a eu quelques retours d'un entourage proche ou éloigné, si je puis dire, des retours qui prenaient forme d'incompréhension ou d'appréhension. Mais Marco, tu vas pas tenir un resto, vous êtes sûr de vouloir vous lancer dans l'ESS, c'est quand même un milieu conditionné qui fait appel à beaucoup de subventions pour fonctionner. Mais attendez, étudiante en master, vous êtes là pour devenir cadre? Oui, peut-être, mais j'ai toujours voulu porter un projet qui mettrait mes valeurs, mes compétences au service des autres, de leur bien-être. Et je sens que là, maintenant, tout de suite, de bouche à oreille, m'aide à développer cela. C'est le bon moment pour toi. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que au travers d'un outil qu'on a, qui est le concours de l'entrepreneuriat par les femmes, on fait des constats de décalage qui existent encore. On a des témoignages de femmes qui nous disent j'ai été à la banque et là on m'a dit ah mais est-ce que vous avez l'autorisation de votre mari pour entreprendre? Donc je vous laisse processer ce qu'on vient de se dire. On était en 2021, voilà. Donc on sent qu'il y a du boulot. Il y a vraiment des fronts pionniers à continuer à avancer. Et pour autant, au travers du concours, on va se rendre compte assez souvent qu'on a des femmes qui vont sur des métiers habituellement réservés aux hommes, traditionnellement, et en tout cas typés et imaginés comme étant des métiers d'hommes. Et l'année dernière, sur la catégorie agricole et milieu rural, eh bien, on avait une femme qui était boulangère, une femme qui était éleveuse, et une femme qui travaillait dans l'agriculture paysanne, enfin en agriculture paysanne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut se dire, qu'on voyait pas au début du concours il y a 9 ans, clairement, et ça nous donne pas mal de baume au cœur. L'autre chose que je voulais avancer, c'était au niveau de l'engagement. On parle beaucoup d'engagement chez nous et on constate aujourd'hui que le concours, en fait, sur les 15 lauréates qui sont élus, enfin voilà, sélectionnés, elles sont quasiment toutes engagées. Et on sent une sensibilité toujours, qu'elle soit sociale, environnementale, on va dire de gouvernance, d'organisation du travail. Ça a été dit tout à l'heure. Hein. On sent effectivement des solidarités qui se montent. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Jusqu'à aboutir finalement à un autre événement qu'on mène, qui est l'accélérateur d'engagement. L'année dernière, on accélère 6 projets très engagés. Et en fait, sur les 6 projets, c'était exclusivement des femmes. Et je pense que ça nous permet d'asseoir le constat très clairement. Et ça n'a pas été un choix délibéré de notre part. Hein. C'est que les 6 meilleurs projets engagés, c'était 6 projets féminins. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Donc cela fait 15 ans que je travaille sur le sujet des femmes entrepreneurs. Donc, j'ai mené mon travail de doctorat sur ce sujet et j'ai constaté des évolutions importantes, positives.
Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus représentées, les femmes entrepreneurs, dans les médias. Il y a beaucoup plus de réseaux de femmes entrepreneurs. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai co-créé un réseau de femmes entrepreneurs en 2008. Et à l'époque, on regardait un petit peu les réseaux de femmes avec suspicion. Aujourd'hui, on peut dire que les choses ont bien évolué. Donc, il y a eu des évolutions positives, indéniables, et on peut dire que l'entrepreneuriat des femmes, c'est devenu un sujet important et que les femmes sont bien décidées aujourd'hui à faire entendre leur voix et à développer leur entreprise. Mais lorsqu'on parle de genre, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a bien des comportements attendus de l'un ou l'autre sexe. Et donc, ça veut aussi dire qu'il y a une stigmatisation ou une pénalisation chez les individus qui ont des comportements qui ne correspondent pas à leur attente de genre. Donc, le genre, c'est un principe d'organisation sociale qui prescrit des rôles, ce dont parlait Clémentine tout à l'heure, des places et des comportements attendus de la part des hommes et des femmes. C'est important pour comprendre l'entrepreneuriat des étudiantes et des étudiants. Et c'est aussi évidemment penser la notion de résistance au genre, puisque évidemment, heureusement, il y a une possibilité de naviguer à l'intérieur de ces différents espaces et que les individus résistent à toutes ces assignations genrées. Je me suis lancée à l'entrepreneuriat en vous rejoignant. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Et parce que j'avais un projet qui me tenait à cœur. Et la différence avec les autres, c'est que c'est un projet humanitaire qui est réalisé en Afrique. Et donc, le but, c'est de travailler sur un triptyque: accès, maintien et achèvement des petites filles dans les zones rurales. Donc, je travaille sur la question de la scolarisation des petites filles dans les zones rurales en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est une zone très patriarcale. Et donc, il fallait dépasser ce frein-là pour pouvoir permettre la scolarisation des petites filles. Et la stratégie qui a été mise en place, c'était de petit à petit amener ces personnes à adhérer au projet pour que le projet puisse aboutir. Sinon, on a des contraintes, on a aussi des oppositions que j'appelle les gardiens du temple, qui sont toujours là et qui vont toujours mettre en œuvre nos actions en tant que femmes pour pouvoir avancer dans ces zones. Très bien, bravo en tout cas pour ton affirmation et puis aussi pour cette capacité à fédérer pour faire avancer un projet collectif de vraiment qui est magnifique en tout cas. Il est vraiment important, et je le rappelle souvent, d'avoir à l'esprit que lorsqu'on accompagne, on va véhiculer des représentations de l'entrepreneur idéal. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter finalement la voix des jeunes étudiantes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Parce que, comme l'a dit Claire, la pensée scientifique a été construite à partir de l'expérience des hommes. Et finalement, quand on est allé écouter les femmes, ça a démarré, on va dire évidemment avec l'ouvrage de Simone de Beauvoir notamment, qui a été important. Et par la suite, dans les années 60-70, eh bien, on a dit on va arrêter la comparaison puis on va les écouter. Et c'est là qu'on a pu renouveler des visions traditionnelles, notamment de la réussite entrepreneuriale. Alors, c'est pas dans les années 70. Le renouvellement de la vision de la réussite entrepreneuriale, c'est plutôt à partir de 2010. J'ai écrit un article sur la réussite entrepreneuriale des femmes. Et ce que j'ai montré dans mes travaux, finalement, c'est que les femmes, elles proposent de nouveaux modèles. Il y a 10 ans. Je disais, finalement, lorsqu'elles créent, on voit bien qu'il y a une quête d'authenticité très forte. Il y a une quête de sens très forte. C'est pas pour autant que les femmes oublient la nécessité, évidemment, de croissance, de rentabilité, mais il y a vraiment cette quête de sens qui est au fondement de leur entreprise. Et ce que j'avais dit, finalement, dans mon travail de thèse il y a 12 ans, c'est que les femmes, je supposais qu'elles allaient initier
de nouveaux modèles qui allaient être embrassés par la suite par les hommes. Et en fait, quand on regarde l'entrepreneuriat des jeunes hommes étudiants et des jeunes femmes étudiantes, ils sont pas si différents que cela. Et finalement, les jeunes générations se ressemblent davantage quand même. Et cette quête d'authenticité, ces projets engagés sont aussi développés par des jeunes hommes. Attention au modèle de femmes entrepreneurs qu'on va montrer, qu'on va exposer. Et ce qu'on voit apparaître quand même, c'est le modèle de la femme entrepreneur superwoman. C'est-à-dire celle qui réussit tout ce qu'elle entreprend dans tous les domaines de sa vie, professionnelle et personnelle. Une femme responsable qui croque la vie et le travail à pleines dents et qui réussit à surmonter tous les obstacles. C'est ce qu'on voit apparaître notamment dans les magazines, ce qu'on voit apparaître dans les modèles proposés comme femmes ambassadrices de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est dangereux. Et ces modèles ont été particulièrement mis en avant ces dernières années dans l'espace public où l'on assiste au développement du féminisme populaire. C'est-à-dire, en fait, on a instrumentalisé aussi le féminisme et où on fait la part belle à la responsabilisation de soi, du développement personnel et professionnel. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Sheryl Sandberg, qui était la directrice d'exploitation de Facebook en 2013. Elle a écrit un ouvrage qui a eu un écho très, très important, qui est vraiment un ouvrage intéressant, mais qui fait la part belle aussi à un langage extrêmement positif sur le bonheur, l'équilibre, l'hyper-individualisation et la responsabilité de son développement personnel et professionnel. Et finalement, cela peut être aussi un petit peu dangereux pour des jeunes femmes qui ne se reconnaîtraient pas dans ces modèles et ces modèles qui pourraient même être contre-productifs. J'ai monté effectivement en 2021 Nectar, où là, je fais des conférences, de la sensibilisation, des ateliers d'intelligence collective à une thématique qu'on appelle l'approche low-tech, vis-à-vis des enjeux environnementaux et sociaux auxquels on fait face aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller sensibiliser les collectivités, les entreprises, les étudiants aussi à pouvoir répondre à ces besoins, en tout cas permettre au plus grand nombre de répondre à ses besoins de base dans la dignité humaine, tout en respectant le plafond écologique. Je me suis plutôt appuyée sur des réseaux un peu alternatifs. Je suis dans différents réseaux qui sont notamment en lien avec l'entrepreneuriat et la low-tech. Donc, il y a notamment Ingénieurs engagés, d'autres entrepreneurs de la low-tech aussi. Et là, moi, ce que ça m'apporte, c'est les réseaux qui sont mixtes finalement. C'est de travail. Je rencontre des personnes qui expérimentent, qui vont expérimenter d'autres méthodes de travail, qui vont expérimenter des outils d'intelligence collective, de communication non violente. Donc, je vais aller chercher en fait ces outils avec eux. Et ce qui était très intéressant dans ces réseaux, c'est que il y a un travail en perpétuelle évolution de la déconstruction des personnes, les hommes comme les femmes finalement. Il y a vraiment ces questions de féminisme, d'écologie qui sont vraiment centrales au milieu de ces réseaux. Et moi, ça me permet vraiment d'apprendre, d'aller expérimenter et puis finalement d'aller dans des réseaux où on te dit tu as ta place, quelle qu'elle soit. Tu la prends de la manière dont tu penses la plus légitime. Tu peux essayer quelque chose. Alors, dans le bricolage, comme en fait dans la réflexion, dans les choix politiques, il y a de l'activisme aussi dans ces réseaux. Et moi, c'est vraiment des réseaux qui m'ont permis de prendre confiance en moi et puis de me dire aujourd'hui, je sais peut-être pas faire ça, mais je vais essayer. Je vais demander de l'aide si j'en ai besoin. Je vais entendre les avis des autres. Je vais aussi de temps en temps choisir de me dire j'ai entendu ton avis et puis je vais quand même tester de ma propre manière. Et finalement, on est sur la confiance en soi en permanence. Effectivement, il y a eu énormément de choses les 10 dernières années et que cela a fait bouger les lignes. Et notamment, Naïla parlait des plans d'action régionaux en direction de l'entrepreneuriat des femmes. Et donc, cela est important. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Finalement, c'est une approche un petit peu fragmentée
les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des initiatives de la part de réseaux d'accompagnement. Il y a des réseaux qui ont lancé des programmes d'accompagnement spécifiques, d'autres qui ont dit non, je préfère rester sur des réseaux généralistes. Et on voit bien même qu'au niveau des pays, certains pays préfèrent finalement construire des programmes d'accompagnement de l'entrepreneuriat à destination des femmes, et d'autres préfèrent ne pas construire cela parce qu'ils pensent finalement que cela rendrait plus difficile pour les femmes ensuite de réintégrer des univers mixtes, et que cela peut aussi ghettoiser d'une certaine façon les choses. Ce qui apparaît en tout cas en France, c'est qu'il y a eu une approche fragmentée et qu'il y a une volonté aujourd'hui d'unifier les choses, d'harmoniser les initiatives. Donc ça, je pense que c'est nécessaire parce qu'on voit aussi, les études montrent qu'il y a des difficultés aussi pour les porteuses de projets, voilà, d'identifier aussi parfois les bons réseaux et à quelle étape le réseau va leur être utile dans le développement de leur entreprise. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que forcément, l'accompagnement véhicule une représentation et dans certains réseaux, il y a une représentation d'entrepreneurs de croissance qui est un petit peu plus mise en avant. Dans d'autres, au contraire, c'est une représentation d'entrepreneurs plus sociale. Voilà. Et je crois que l'harmonisation, peut-être, amènerait à moins cliver, en fait, les choses. Et je pense que c'est nécessaire. En tout cas, les études vont vers là. Je voulais quand même saluer le travail qui est fait en région Centre-Val de Loire par ce qu'on appelle nous le PAREF, le petit nom du plan d'action régional de l'entrepreneuriat des femmes, à 2 titres. La première, c'est, je dirais, la constance. Puisque parfois on peut avoir des financements pour faire des actions ad hoc du coup parfois c'est moins productif aussi que dans le cadre de notre mission de service public. Toutes les vidéos sont à disposition sur notre site YouTube Pépites France et toutes les ressources sont gratuites et complètement, je dirais, téléchargeables, utilisables par le plus grand nombre. Voilà. Et puis qu'on mettra aussi les références de toutes les études de BPI qui ont été citées. Un grand merci à tous. On espère vous retrouver pour plein d'autres actions. Et puis voilà, pour les étudiantes qui ont été intéressées, n'hésitez pas à vous renseigner et rejoindre Pépites Centre-Val de Loire. Un grand merci à tous et puis je vous dis à très bientôt. Merci Angela. Merci.